Alors, nous allons terminer nos travaux d'aujourd'hui avec, nous recevons le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Sont présentes Mme Boucher, Mme Belland, Mme Jacques et le Dr Etier. Alors, vous avez 10 minutes pour votre présentation et par la suite, on aura nos échanges. Allez-y. Nous tenons d'abord à remercier les membres de la commission de nous entendre aujourd'hui. Nous serons accompagnés au niveau du regroupement par Christine Jacques, coordonnatrice de l'escouade 24/7 qui se déploie partout au Bas-Saint-Laurent, et par Catherine Etier, psychologue chez Médecins du Monde à Montréal. On va commencer par nommer qu'on est absolument en accord avec le constat qu'ont fait de nombreux intervenants et intervenantes avant nous. Ça n'a pas de bon sens que des gens qui appellent à l'aide parce que eux ou un proche vivent une situation de crise, qui appellent depuis déjà un bon moment d'ailleurs parce qu'ils sont sur des listes d'attente et que là, la situation dégénère. Mais ça n'a pas de bon sens que ces gens-là se fassent simplement répondre que la situation ne répond pas aux critères de danger grave et immédiat et qu'on ne peut rien faire pour eux. Le problème, c'est qu'on semble dire que la seule solution, c'est de faire intervenir la contrainte plus tôt. Ce qui est censé être le dernier recours est présenté ici comme une forme de prévention de risques plus graves. Pour nous, c'est là qu'on fait fausse route en imaginant que nos seules options, c'est hospitaliser de force ou négliger les gens. D'abord, parce qu'augmenter le recours à la contrainte, ça n'aura pas forcément l'effet escompté. Il n'y a aucune étude robuste qui démontre l'efficacité clinique des hospitalisations de traitements forcés sur le rétablissement ou le mieux-être des personnes. Face à la promesse de réduire les portes tournantes sur la seule base de ce type d'intervention, on devrait exiger des études et des données probantes parce que la recherche va généralement en sens inverse. Les hospitalisations contraintes causent des préjudices majeurs aux personnes. Elles peuvent créer des traumatismes, contribuer à faire perdre à la personne son emploi, son logement, même la garde de ses enfants parfois. Pour beaucoup de gens, elles ne réduisent pas la détresse ou la désorganisation, elles vont l'amplifier en réduisant les sources de stabilité. Une étude récente a d'ailleurs conclu que, pour ces raisons, les hospitalisations forcées augmentaient les risques de mort par suicide, par overdose ou les passages à l'acte violent dans les 3 mois suivant l'hospitalisation forcée. La coercition coupe aussi la personne de ses liens avec ses proches, avec le personnel soignant aussi. Beaucoup de personnes ressortent de cette expérience en disant qu'elles ne nommeront plus rien. La détresse devient donc moins visible et l'aide encore plus complexe à offrir. En somme, on renforce un moyen qui a des effets dommageables importants pour une efficacité clinique qu'il reste à démontrer. Alors qu'il est possible de faire autrement. En ce moment, on va contentionner, on va hospitaliser de force, alors qu'il y a une multitude d'alternatives qui existent et qui ont déjà fait leurs preuves. On peut agir en amont, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, en renforçant l'accès à la première ligne, en soutenant les groupes d'entraide, le travail de milieu, un accès rapide à de l'accompagnement et en améliorant bien évidemment les conditions de vie des personnes, logement, revenus, liens sociaux, prévention des violences, etc. On peut agir autrement aussi pendant la crise, en privilégiant l'autodétermination, le choix, le pari de prendre le temps, de respecter le rythme, en misant par exemple sur des escouades d'intervenants sociaux et les centres de crise et en renforçant leurs capacités. On peut agir autrement aussi après la crise, en s'assurant que la personne ne rentre pas à la maison, en retrouvant le nœud coulant que cette fois-ci, elle utilisera sans appeler à l'aide. On peut agir autrement en s'assurant qu'il y a un lieu adéquat pour atterrir, avec du soutien et de la dignité. Il n'y a pas, à nos yeux, de consensus envers l'adoption du projet de loi 23, un projet qui va à l'encontre de la plupart des recommandations des grandes instances internationales et de l'UQRDJ, pourtant mandaté pour éclairer votre décision. Dans ce contexte, le RRA-SMQ invite le gouvernement à suspendre toute réforme législative de la P38 et à investir plutôt dans le renforcement des ressources en santé mentale dans toutes les régions. Ceci étant dit, dans le contexte où le projet de loi serait adopté, nous tenons néanmoins à partager quelques commentaires plus spécifiques sur le projet de loi 23. Il y a d'autres éléments dans notre mémoire. Sur le changement du critère permettant un transport vers l'hôpital, nous recommandons, comme l'IQRDJ, de maintenir le critère de danger grave et immédiat, en prévoyant toutefois que dans le cas où l'état de la personne ne justifierait pas un transport à l'hôpital, d'autres mesures soient immédiatement accessibles. On parle d'un déploiement d'équipes d'intervenants psychosociaux dans le milieu de la personne pour ouvrir un dialogue avec elle et ses proches s'il y a lieu, un référencement avec un suivi rapide vers une ressource de proximité ou la mise en lien avec des groupes d'entraide locaux, par exemple, si elle le souhaite. L'élargissement du critère à un risque de compromission est flou et sujet à trop d'interprétations subjectives. Il risque d'imposer la contrainte à une multitude de situations où d'autres réponses auraient été plus appropriées. À propos des directives psychiatriques anticipées, nous recommandons que cette mesure fasse l'objet d'un projet de loi ou d'un programme distinct qui serait élaboré par un comité d'experts incluant des personnes premières concernées, le milieu de la recherche et des professionnels de la santé pour se fonder sur les meilleures pratiques. Les directives psychiatriques anticipées sont à nos yeux une avancée, mais cette mesure gagnerait à s'inscrire dans les balises de l'OMS telles qu'énoncées dans le guide Mental Health, Human Rights and Legislation.
Ces directives doivent être élaborées sans coercition, avec le soutien de personnes de confiance et le consentement à leur partage doit être obtenu sans menace. Ces directives doivent pouvoir être prescriptives et proscriptives et être visitées aussi souvent que nécessaire. Finalement, parce qu'il est fréquent que l'hospitalisation, plutôt que de prévenir le risque, contribue à le créer, nous recommandons de documenter les recours à l'hospitalisation forcée et leurs impacts. Présentement, ni le ministère ni Santé Québec ne tient à notre connaissance de statistiques sur les recours à la P38 ou de données sur l'impact de ces mesures sur la santé mentale des personnes qui en font l'objet. Si vous allez de l'avant, dotez ce projet de loi de balises claires et d'un processus d'évaluation visant à mesurer ces impacts, notamment sur les populations les plus marginalisées. Enfin, pour que l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire, soit une expérience la moins traumatisante possible, inclure dans le projet de loi la mise en place d'un comité de travail national sur le déploiement d'alternatives aux mesures de contrôle et financer adéquatement le personnel et les infrastructures d'accueil de manière à faciliter les pratiques respectueuses des droits. Entre la coercition et la négligence, une multitude d'alternatives existent et nos consoeurs sont ici pour en témoigner aujourd'hui. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, l'Escouade 24/7, unique au Québec, est un modèle d'unité mobile d'intervention de crise au fondement aussi humaniste que fonctionnel. Il s'agit d'une équipe mobile dispersée sur l'ensemble du territoire, disponible jour, soir, nuit. Inspirée du système de pompiers volontaires, elle se rend directement dans le milieu des personnes premières concernées où une situation, un état de crise éclate et exige une intervention immédiate. Considérant que derrière chaque situation de crise, il y a d'abord et avant tout une personne. Une personne qui peut être très expressive, dérangeante, agitée, désorganisée, en colère, envahie par la peur, mais qui n'est pas forcément violente ni dangereuse. Nos objectifs sont clairs: désescalader l'état de crise, agir pour la sécurité de la personne et celle de son environnement et ainsi prévenir la détérioration de la situation. Comment on y arrive? En prenant le temps. En prenant le temps de rendre possible la rencontre, de désamorcer la crise sans ajouter de violence à la détresse vécue, en s'assurant de protéger sans brusquer, d'intervenir en misant sur le lien de confiance. Le temps d'offrir une présence qui rassure au lieu d'accentuer la menace. Le temps d'aller chercher la collaboration plutôt que l'imposition. Les statistiques de déplacement de l'escouade parlent d'elles-mêmes. Dans la très grande majorité des cas, prendre ce temps permet d'éviter une escalade, permet d'éviter le recours à une hospitalisation involontaire. Lorsque nous rencontrons des gens qui ont eu, par le passé, un passage vécu comme traumatique aux services hospitaliers dans des mesures coercitives, on constate que la frayeur vis-à-vis les services du réseau de la santé met en péril le recours à ceux-ci, même en cas de très grands besoins. Parce que le lien de confiance a été brisé, parce que la peur et l'incompréhension demeurent, une personne qui a un vécu traumatique à cet endroit ne nommera plus sa détresse, ne dévoilera plus ses enjeux psychiatriques, ne demandera plus d'aide et sera à haut potentiel d'être échappée, d'être dans une situation qui se détériore, loin des services, et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'une intervention réussie, c'est pas seulement une crise qui s'apaise, c'est une confiance. C'est un probable lien avec les services qui demeurent après. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, aujourd'hui, je prends la parole pour porter celle que nous n'entendons pas. Mon nom est Catherine Etier, je suis psychologue et je travaille depuis 8 ans chez Médecins du Monde Canada, une organisation présente à Montréal depuis plus de 25 ans et défendant le droit à la santé par des approches de proximité. Au quotidien, je rencontre en psychothérapie des personnes en situation d'itinérance, vivant souvent avec des troubles de santé mentale sévères et persistants. Si ce projet de loi ne vise pas expressément les personnes les plus marginalisées de notre société, notre expertise clinique nous permet de le dire clairement, les personnes en situation d'itinérance en seront le plus impactées. Pour rappel, ces dernières sont déjà surreprésentées dans les procédures de mise sous garde, jusqu'à 65 fois plus que l'ensemble de la population montréalaise. Un regard sur leur trajectoire de soins soulève un paradoxe majeur sur le plan de la prise en charge. D'une part, une absence de réponse lors de venues volontaires vers le système de santé, en raison de stigmatisation, de listes d'attente et de critères d'admissibilité rigides. D'autre part, des hospitalisations forcées au potentiel traumatisant élevé et l'utilisation de la contrainte aux soins. La perte de liberté lors de moments de crise pour des personnes déjà désaffiliées du système de santé n'a souvent pour effet que d'augmenter la méfiance envers les professionnels et la réticence à aller vers l'hôpital, ouvrant ainsi la porte à une détérioration de l'état de santé général. Soyons clairs, intervenir plutôt par la contrainte n'est pas de la prévention. C'est plutôt faire le choix d'une réponse forcée et médicale à des enjeux qui sont profondément sociaux, tels que la pauvreté, l'exclusion et la crise du logement,
réponse risquant d'ailleurs de se transformer en outil de gestion sociale des populations marginalisées. Nous appelons à rediriger les efforts et les ressources vers les solutions qui ont fait leurs preuves, des approches de proximité dans les milieux de vie, le respect de la gentilité et de l'autonomie des personnes concernées, des services à haut seuil de tolérance avec des équipes multidisciplinaires et des interventions communautaires, le tout dans une continuité relationnelle. La réponse à l'impuissance actuelle du système ne peut pas être davantage de contraintes, de violence et d'inégalités. Elle doit être davantage de soins, davantage de liens et davantage de dignité. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors, je vais demander à Mme la ministre, excusez-moi, l'heure fait son œuvre, de débuter cet échange. Merci, Monsieur le Président. Je comprends. Je vous comprends. J'ai entendu Madame la musique, mais c'est correct, c'est correct. Alors, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Vraiment, c'est très à propos. Merci de votre implication parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup sur le terrain. Hein, c'est ce que je comprends, notamment avec Médecins du Monde. Aussi ce que vous me disiez en termes d'intervention, notamment du côté du Bas-Saint-Laurent. C'est des bonnes pratiques, effectivement. Je vois que vous avez, comme groupe, déposé un mémoire à l'IQRDJ, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai vu. Vous avez fait un certain nombre de recommandations. Et il y a beaucoup de recommandations qui sont extrêmement intéressantes. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Là. J'ai une dizaine de recommandations, mais c'est dans le rapport que vous aviez déposé à l'IQRDJ. Sinon, je peux vous les nommer, mais j'imagine que vous les connaissez. Là. Tant que ça. Donc, on peut aller de l'avant, évidemment. Oui. Dans le rapport qu'on a déposé à l'IQRDJ, c'est sûr que pour nous, la chose qu'on voulait mettre de l'avant, c'est l'importance de faire autrement. Donc, vraiment miser sur des interventions communautaires, des interventions respectueuses des droits, de la volonté des personnes. Puis, la voix du terrain dit, il est possible d'aller avec la volonté des personnes, d'offrir des choix et de faire en sorte que les personnes puissent accepter ou avancer vers une forme d'aide qui va lui convenir si on prend le temps. Le temps, c'est la clé, c'est l'outil numéro 1 de l'intervention. Puis les gens, tant dans le communautaire, dans le réseau, le savent que quand ils ont le temps, ils peuvent offrir la qualité qu'ils souhaitent donner. Donc, évidemment, ce qu'on poussait, c'est de renforcer les services de crise, donc les centres de crise, s'assurer qu'en amont, en amont aussi, il y a des groupes d'entraide, par exemple, dans toutes les communautés, que les gens connaissent la présence de ces groupes d'entraide-là. Donc, on pense aux groupes d'entendeurs de voix, qui sont une ressource incroyable qu'on a au Québec, mais il y a des groupes d'entraide généraux aussi qui existent. D'offrir du soutien aux familles aussi. Il y a eu un projet pilote en Montérégie qui a eu lieu depuis quelques années où on a une intervenante famille qui vient intervenir avec une approche inspirée de l'approche Open Dialogue, qui est une approche qui a été développée dans les pays du Nord, en Scandinavie. Et l'idée de cette approche-là, c'est de dire, on va ouvrir un dialogue avec la personne, ses proches, son environnement, son cercle, les soignants, et on ne va pas agir en vase clos, chacun dans nos couloirs. On va s'installer ensemble, puis on va trouver ensemble les solutions qui correspondent à la personne. Donc, il y a un paquet d'approches comme ça qui sont pertinentes, qui sont utiles, puis on pense qu'on gagnerait à en développer davantage au Québec. Je pense aussi à des mesures qui sont après la crise, qui sont très importantes. Nous, on a une ressource, dans le discours d'ouverture que j'ai fait, je parlais de l'exemple d'un homme qui rentrait chez lui pour retrouver le nœud coulant qui avait été laissé. C'est une histoire vraie d'un membre d'une de nos ressources, en fait, et... En fait, le groupe a été tellement choqué de cette situation-là quand il a appris qu'un des membres était décédé parce qu'il était sorti de l'hôpital pour retrouver son nœud coulant et finalement mettre fin à ses jours, que ce groupe-là, les membres de la ressource, donc c'est vraiment un groupe d'entraide, c'est des bénévoles, là, des membres de la ressource qui se sont dit, nous, on va se mettre ensemble, on va partir une escouade qu'on va appeler l'escouade SOS. Et nous, quand on sait qu'il y a un membre de notre ressource qui est hospitalisé, on va le contacter. On va demander son consentement et sa permission parce qu'évidemment, même les bonnes idées non consenties peuvent en devenir des moins bonnes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à la personne, est-ce qu'on peut aller chez toi? Donc, ils se rendent chez la personne. Ils font la vaisselle. Tu sais, évidemment, quand on est hospitalisé par la P38, on n'a pas fait nécessairement le ménage du frigo avant de partir. Hein? Donc, c'est sûr de faire en sorte que le milieu de vie soit adéquat pour le retour de la personne. Donc, ils font le ménage, ils changent les draps, ils cuisent des biscuits juste avant qu'ils sortent aussi pour faire en sorte que ça sente bon. Ils laissent de la soupe. Puis l'idée, c'est de dire, il y a une force d'entraide dans les communautés qui existent. Puis c'est possible, avant, pendant et après la crise, de miser sur cette force d'entraide-là, puis la force du dialogue aussi, pour éviter que les situations escaladent et dégénèrent. Fait que ça, c'est sûr, c'était un des messages qui était assez central dans notre mémoire déposée à l'IQRDJ. J'aimerais vous entendre, parce que dans le fond,
trouve ça intéressant, là, l'idée de l'interdisciplinarité, tout ça, là, vous en parlez, de se mettre tout ensemble, ouvrir le dialogue, naturellement, avec la personne concernée. C'est primordial. Dans le projet de loi, on parle des plans d'action concertés. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Nous, on a quand même en fait, l'idée d'avoir des plans d'action concertés, évidemment, là, on trouve que c'est une bonne idée que les acteurs et actrices sur le terrain se parlent. Ce n'est pas une opposition à ce principe-là. Il y a beaucoup de choses qui, pour nous, ne sont pas tout à fait claires non plus dans comment est-ce que ça se traduirait sur le terrain, au sens où il y a plusieurs choses qui sont nommées, il y a différents acteurs qui sont identifiés. Pour nous, ce n'était pas nécessairement clair pourquoi est-ce que systématiquement, par exemple, le ministère de la Sécurité ou le DPCP seraient impliqués quand on ne parle pas nécessairement de dangerosité pour d'autres personnes ou de criminalité. Fait qu'on on a des questionnements là-dessus. On est très inquiet de, je pense que c'est l'article 13.7, qui permet de déclancher là, ce processus-là sans le consentement de la personne avec plusieurs critères. Puis il y a quand même certains éléments qui nous questionnent beaucoup, là, notamment, là, je n'ai pas le texte devant moi, mais le fait que les critères qui sont évalués, je vais le prendre juste pour... parce que je pense que c'est important, là, cette formulation-là. Excusez-moi, ce ne sera pas bien long. Donc, le fait que l'intervenant, dans le fond, soit appelé à évaluer là, si la personne a une capacité limitée à juger des répercussions sur sa santé ou sur sa sécurité, là, on parle quand même d'une évaluation d'une forme d'inaptitude. C'est quand même un critère là, qui ne devrait pas être évalué par n'importe quel intervenant sur le coup, dans un contexte de crise comme ça. On trouve que c'est quand même une ouverture très, très large. Dans le même sens, le fait que la personne soit réticente à solliciter des services pouvant lui venir en aide, notamment en raison d'une méfiance à l'égard de tels services, c'est quand même inquiétant. Là. C'est comme si les gens se retrouvent à être un peu punis pour être méfiants suite à des expériences négatives. Là. Fait que pour nous, tout ça, il y a quand même des éléments qui sont très, très inquiétants dans cette proposition-là. Mais après, on n'est pas contre la concertation des acteurs. L'open dialogue là, dont parlait ma collègue, je pense que toute la base, c'est de partir du consentement des personnes pour que les gens se parlent, mais autour de la personne et non pas malgré elle. Je pense que... Sur la question de l'action concertée, je ne sais pas si tu pourrais y aller un peu, parce que dans le Bas-Saint-Laurent, il y a un modèle où ils interviennent en complémentarité des forces policières. Donc, il y a déjà une forme d'articulation entre des services d'intervention. Et je ne sais pas si tu vas nous en parler un petit peu, Christine, de cette articulation-là. Oui. Dans le Bas-Saint-Laurent, l'escouade de 24/7, elle ne se déplace pas nécessairement à la demande spécifique des policiers. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, on se rend avec. Mais c'est concerté aussi de sorte que si les policiers sont sur un lieu où la personne il croit que c'est plus une question de santé mentale que de justice, de criminel, s'ils pensent, s'ils émettent l'hypothèse qu'une P38 devrait ou pourrait être levée, ils ne le font pas, ils font appel à nous. Puis, ensemble, sur le territoire, bien là, on se rend dans le milieu de la personne concernée, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est concerté de cette façon-là. Et vous êtes situé à quel endroit dans le Bas-Saint-Laurent? Là? Vous couvrez quel... On couvre tout le Bas-Saint-Laurent. Tout le Bas-Saint-Laurent? Tout le Bas-Saint-Laurent. On a divisé le Bas-Saint-Laurent en 4 secteurs d'activité pour qu'on puisse se rendre... parce que le territoire est grand, oui, on s'entend. tout à fait, oui. Donc, on a divisé ça en 4 pour que peu importe l'intervenant de garde et dans son secteur puisse arriver en temps opportun. Là. Okay. Est-ce que ce sont des organismes communautaires? On est, c'est la bouffée d'air du KRTB en cogestion, qui est un centre de crise, et le CPSE de l'Est en cogestion. Puis on est contracté par le CIS à la Direction santé mentale et mais dépendance. c'est un centre de crise, donc un organisme. L'organisme, oui. Qui a un mandat de centre de crise. Oui. OK. OK. Bien, écoutez, oui, il y a beaucoup de choses intéressantes parce que c'est aussi ça l'objectif. On parle beaucoup là, de l'épisode plus aigu où une personne pourrait, par exemple, quelqu'un qui a un trouble mental avec un diagnostic, par exemple, de schizophrénie qui donc se détériore rapidement, puis que les membres de la famille... donc, supposons que cette personne-là n'est pas connue des organismes communautaires, parce qu'il y a ça aussi. Elle est connue seulement de son équipe soignante en centre hospitalier. Et comment on fait pour rejoindre ces gens-là quand arrive la situation pour éviter là, un appel
au 911, 811, la police, etc., quand la personne n'est pas déjà connue. Donc, un centre de crise se déplace, mais ne connaît pas la personne. Donc, de créer un contact quand on est en situation de crise. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup ça qui nous a été mentionné. On a quelques minutes, ou en tout cas, le lien de confiance est à bâtir de façon très rapide. Ce qu'on va chercher à faire d'abord et avant tout, c'est d'apaiser. Apaiser. Puis, OK. Puis ça doit marcher souvent, mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Ça marche dans la majorité des cas. On a, comme l'année dernière, nos statistiques nous démontrent que seulement 6 % des cas qu'on a dû appliquer la P38, OK. Versus 14 % des fois où les gens acceptent d'aller à l'hôpital. Bien, quand ça, c'est 70 Oui. ça se résorbe à la maison, ou dans le milieu de la personne. OK. Est-ce que vous avez des données sur... Sur les statistiques, on les a inclus dans le mémoire qui a été envoyé hier à la secrétaire de la commission. Donc, vous les avez en annexe 3, si je ne me trompe pas. Donc, en page 46 et 47, vous avez les statistiques de l'escouade avec une résolution relativement bonne. OK. Oui. Mais l'escouade pourrait vous envoyer aussi les statistiques là, depuis le début des travaux. Oui, on peut y passer. OK. Peut-être est-ce qu'un autre député veut poser une question? Est-ce que... Oui, vas-y. Avec Madame la députée Soulanges. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide juridique qui est offerte dans le contexte? Je ne sais pas si vous avez vu, là, on offre l'aide juridique. J'aimerais vous entendre. On trouve que c'est une bonne mesure. On trouve que c'est important, dans le fond, là, que les gens puissent avoir une défense pleine et entière, puis que ça leur, dans le fond, que dans la mesure où ils n'ont pas choisi ce recours-là, que ce soit défrayé par l'État. Donc, on pense que c'est une bonne mesure. Par contre, c'est applicable en ce moment seulement en première instance, là. Donc, nous, c'est sûr qu'on pense que ça devrait être applicable de manière plus élargie, mais c'est une bonne mesure. C'est sûr que pour nous, toutes les mesures qui vont dans le sens du droit à la justice des personnes, c'est précieux. Tout à l'heure, on parlait plutôt là, dans les commissions de la consultation, de la comparution virtuelle, par exemple. Nous aussi, on pense que c'est important que les personnes puissent être vues en personne, puissent être entendues aussi par l'instance, là, que ce soit peu importe le tribunal que vous choisirez au final, que les gens soient entendus, aient droit à un avocat ou une avocate s'ils le souhaitent, tout ça. Parce que ce qu'on voit présentement dans l'application de la P38, c'est pas tout le monde qui est vu, c'est pas tout le monde qui est notifié même qu'il doit comparaître, ou des fois, c'est très dernière minute. Donc, c'est important qu'on s'assure que ces personnes-là aient droit à la justice et que leur voix soit entendue au chapitre. Merci. Peut-être une autre question? Oui, excusez, allez-y. Non, mais je vais laisser mes collègues. Allez-y. Non, vas-y. Madame C'est la correct. députée de Vimont. Oh, c'est un travail d'équipe, allez-y. Bonsoir plutôt, mesdames. On parle de médication. Quelle est la place de la médication dans vos recommandations? Bien, en fait, c'est ça. C'est sûr que dans le cas du projet de loi, c'est un projet de loi qui vise à modifier la P38, qui est une procédure, en fait, qui touche à la question de la garde en établissement. Donc, c'est pas la P38, a priori, ne touche pas la médication. C'est vraiment centré sur la garde en établissement. Donc, nous, c'est sûr qu'on s'est centré davantage sur cette question-là. Oui, je vais laisser la parole à notre collègue de médecin du Oui, monde. bien oui. Oui. Oui, par rapport à la question de la médication, j'aurais envie peut-être de pointer que si on a une lecture des problèmes de santé mentale qui est uniquement médicale, on va voir la médication comme étant la réponse unique ou essentielle aux problèmes de santé mentale. Ceci étant dit, mais c'est faux, en fait, que les problèmes de santé mentale ne sont que des difficultés qui ont des causes biologiques. Au contraire, en fait, elles ont des causes multiples, multidéterminées, souvent par plusieurs déterminants sociaux de la santé. Puis oui, la médication, bien, c'est un outil parmi plusieurs pour permettre le rétablissement de quelqu'un. C'est aussi un outil qui est franchement limité en lui-même pour permettre à quelqu'un de pouvoir construire ou reconstruire une vie qui fait sens, qui est riche, qui vaut la peine d'être vécue. Donc, il y a plein d'autres choses qui peuvent être proposées, qui sont des bonnes pratiques en rétablissement, notamment la possibilité d'avoir, l'accès à des soins de santé autres que médicaux, mais bien plutôt
sociaux de santé mentale comme la psychothérapie, et un accès qui est des services qui sont adaptés, qui sont adéquats aux réalités des gens, qui puissent aussi avoir accès à un filet social qui est robuste. Donc, Moi, je parlais plutôt, je comprends ce point de vue-là, mais moi, je parlais plutôt dans des cas plus, des maladies plus cérébrales, là, si on peut les appeler comme ça, là, qui nécessitent des fois de la médication. Là. Je veux dire, il y a quand même des maladies où on peut... je pense pas que la psychothérapie, dans des cas comme ça, peut fonctionner. Je dis pas qu'elle ne fonctionne pas seule, là, mais avec de la... Je fais pas l'apologie des médicaments non plus, là. On dirait que je suis en train d'encenser la médication, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui nécessitent, au-delà peut-être de toute l'offre là, que vous avez déjà, je pense qu'il y a des gens qui doivent en prendre, ne serait-ce là que pour assurer un bien-être aussi. Oui, mais peut-être sur la médication, j'aimerais nommer que la plupart des gens qui fréquentent nos ressources, nos services communautaires vont aussi souvent prendre la médication. Pas tout le monde, mais la plupart des gens. Puis ce qu'on entend souvent de la part de ces personnes-là, c'est qu'elles disent souvent la médication, quand on la reçoit, on n'a pas beaucoup d'informations sur la médication, sur ses effets bénéfiques, sur ses effets secondaires. Il y a des gens qui se la font imposer. Puis quand un traitement est imposé, bien, c'est rare que les gens acceptent ça avec joie et enthousiasme. Ils peuvent ressentir un aspect très, très négatif à cette médication-là, parce que c'est vu comme une intrusion dans leur corps. Mais votre rôle, à vous, est-ce que c'est aussi de leur expliquer des fois que ça peut prendre du temps avant de ressentir les effets? Est-ce qu'il y a aussi ce rôle que vous avez là-dedans? C'est sûr que les intervenants sociaux ne sont pas des médecins. Fait que sur la médication, on ne va pas se mettre à conseiller ou tout ça, mais par contre, dans nos ressources, dans plusieurs ressources, il y a des groupes sur la gestion autonome de la médication qui n'est pas genre « faites ce que vous voulez avec votre médication », c'est pas ça, mais c'est des espaces de parole où les gens peuvent reprendre du pouvoir puis mieux comprendre, ou en tout cas mieux saisir... C'est mal dit, mais en tout cas, avoir un dialogue autour de la place de la médication dans leur vie. Puis pourquoi on ouvre ces espaces-là? C'est parce qu'on a réalisé dans les années 80-90 qu'il y avait plusieurs personnes qui prenaient de fortes doses de médication, des fois, puis qui en ressentaient énormément de malaise, énormément d'effets secondaires qui étaient incapacitants pour certaines personnes. Puis ces gens-là se disaient, bien, il faut qu'on ait un espace pour pouvoir nommer ces inconforts-là, en parler. Puis ce qui se passe dans les groupes de gestion autonome de la médication, c'est que les gens, quand ils ont des espaces pour nommer les inconforts, pour partager sur leur vécu, puis pour voir aussi c'est quoi les impacts que ça a dans leur vie, bien, beaucoup de gens vont se dire, ah, OK, dans le fond, cette médication-là, oui, j'aime pas tel ou tel effet secondaire, mais je réalise aussi que peut-être cet effet bienfaisant-là, bien, je l'apprécie aussi dans ma vie, puis au niveau de ma définition de la qualité de vie, bien, peut-être que j'aimerais ça réduire un peu telle dose de médicaments, puis je vais en parler avec mon médecin, mais ce que je vois, c'est qu'elle a aussi un sens. Pour qu'un traitement fasse sens pour la personne, il faut que la personne sente qu'elle a eu voix au chapitre, qu'elle a pu choisir avec son professionnel. Parce que le projet de loi, c'est vraiment des cas, là. On ne parle pas de... Hein? Je suis obligé de vous interrompre. Le temps est écoulé. Madame la députée de Darcy-Méquin. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présentation et du travail que vous avez fait pour le dépôt du mémoire. Je trouve ça très intéressant, le projet dont vous parlez, les squads 24/7. Et vous avez, justement, on a vu les statistiques en lien avec votre mémoire, mais je suis curieuse parce que des organismes comme les vôtres, souvent, évidemment, vous êtes sur les terrains, vous êtes souvent ceux qui essayent de trouver des alternatives et aussi répondre au manque de services. Puis on l'a dit, plusieurs l'ont dit lors des consultations, on a besoin de plus de services en amont pour que quand une personne a le courage de demander de l'aide, qu'il ait tout de suite, plutôt que de se faire mettre sur une liste d'attente pendant des mois, puis entre-temps, il y a une dégradation, il peut y avoir une dégradation de leur situation, leur état plutôt. Donc, je suis curieuse, les squads 24/7, comment est-ce que ça a pris, comment est-ce que ça a été mené? C'était l'initiative qui a émané du terrain, j'imagine, mais je suis curieuse, justement, comment ça a émané, puis c'est quoi la collaboration que vous avez faite, justement, l'approche pour avoir cette entité qui démontre que ça diminue beaucoup le recours au P38. L'initiative vient de notre CIS qui cherchait une façon que toute personne dans son territoire pouvait être répondue d'une intervention de crise en présence. C'était dans le plan santé mentale du ministère, là, 2015, je crois, c'est ça. Puis les centres de crise ont répondu présents à l'appel. Ils en sont venus à ce modèle-là de l'escouade qui n'existe pas nulle part ailleurs et qu'on a dû mettre sur pied. Et puis la source, c'était vraiment ça, que toute personne qui passe par un état de crise puisse être répondue dans l'immédiat par une intervention en présence humaine.
Et quand on voit justement les résultats, et vous dites c'est uniquement dans le Bas-Saint-Laurent, avec les résultats que vous avez eus, pourquoi justement est-ce que ça n'a pas été étendu, ça n'a pas été porté par votre CIUS, justement dans les autres CIS et CIUS pour dire, écoute, nous, on a trouvé quelque chose qui fonctionne, qui réduit, parce que évidemment aussi, une fois qu'un P38 est mis en vigueur, bien, toutes les ressources qui sont dédiées à la personne, puis on l'a entendu plus tôt, 20 000 recours au P38 par année, on a fait le calcul, c'est 50 personnes par jour. C'est énormément de ressources qui sont dédiées. Donc, quand on voit des projets comme l'Escouade 24/7 qui donnent des résultats concrets, je pose la question, puis c'est pas vous qui l'avez initié, mais on se comprend que Oui. Quand on a des résultats comme ça doit être partagé, ça doit être étendu. Donc, j'encourage votre CIS qui a initié ce projet de le partager avec ses partenaires à l'intérieur du réseau, parce que quand on peut trouver des alternatives, bien, je pense que c'est ça qu'on recherche tous. On veut diminuer l'application et la nécessité du P38. Et dans ce même sens-là, dans le mémoire, vous parlez de la coercition et la négligence, et on parle d'alternatives également plus tôt. Pouvez-vous détailler, à part l'Escouade 24/7, d'autres alternatives qui existent justement sur le terrain pour pouvoir éviter qu'il y ait une application du P38? Puis on a vu, là, j'ai vu il y a des navettes mobiles. Il y a un projet pilote, je pense, à Sherbrooke, justement pour aller chez les gens, pour leur rendre des services. On a entendu des exemples d'hospitalisation à la maison, mais je suis curieuse d'entendre justement, parmi les innovations que différents groupes sur le terrain ont pu amener de l'avant. C'est parce qu'on ne veut pas se limiter, que ça soit toujours un P38, un psychiatre et un hôpital. Donc, je suis curieuse d'entendre les autres alternatives que vous pensez pourraient être utiles, justement, pour qu'ils soient déployés davantage sur le territoire. Bien, une alternative intéressante, c'est de loger les gens. C'est sûr. Puis ça, évidemment, on a parlé beaucoup de l'importance de la prévention aujourd'hui. C'est de la prévention primaire, là, mettons, donner des conditions de vie dignes aux gens et tout ça. C'est sûr que ça soutient une bonne partie de la santé mentale. La politique de santé mentale au Québec nommait à quel point la santé mentale, c'est un enjeu qui est biopsychosocial, c'est multifactoriel. Puis ce qui a le plus d'incidence sur la santé mentale, c'est les déterminants sociaux. C'est vraiment les conditions de vie. Fait que première alternative super porteuse, que les gens mangent, que les gens soient logés, qu'il n'y ait pas de punaises dans leur lit. Ça, c'est une superbe alternative. Puis, si je peux juste préciser là-dessus, j'ai l'impression que souvent, quand on parle de ça, on semble très, très éloigné là, des enjeux de réponse à la crise. Mais il y a quand même eu des articles qui ont démontré qu'en ce moment, le manque d'hébergement, de transition, le manque d'hébergement fait en sorte que dans les hôpitaux, il y a des personnes qui restent là alors que leur état est stable, alors que la crise est complètement résorbée, puis qui peuvent rester là des mois, voire des années. Fait que non seulement les fonds que ça représente pourraient être mieux investis en amont, en créant du logement, en créant de l'hébergement de transition pour ces personnes-là, mais en ce moment, c'est quand même aussi les hôpitaux qu'on engorge, puis c'est vers ces hôpitaux-là qu'on va envoyer plus de personnes potentiellement. Fait que je voulais juste ajouter ça là-dessus. Excuse-moi, je te laisse continuer. Tout à fait. Bien, sinon, comme je le nommais tout à l'heure, tout ce qui est, il y a des intervenants familles qui existent donc pour accompagner les familles, pour essayer de résoudre les crises aussi, ouvrir le dialogue. Il y a les groupes d'entraide aussi qui sont un facteur de protection. Ce qu'on a au niveau des statistiques, c'est que des gens qui fréquentent un groupe d'entraide évitent davantage l'hospitalisation parce qu'ils ont du soutien, ils ont un espace de parole, ils ont un endroit pour ventiler aussi. Donc, ça évite de rester isolé, rester dans son silence puis que les choses dégringolent dans notre tête. Les lignes d'écoute, il y a un paquet d'alternatives portées par le communautaire sur le terrain. Fait que je pense que c'est important de le savoir. Mais ce qu'on a en ce moment, puis ce qu'on voit dans le milieu communautaire, c'est que c'est comme si le robinet de la souffrance est grand ouvert. Puis peu importe à quel point les gens se déploient sur le terrain, les gens sont fatigués, les gens sont à bout de souffle. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on agisse un peu plus sur les causes si on veut vraiment avoir une incidence là, au niveau de la crise. Permettre d'ajouter par rapport, tu parlais, Anne-Marie, de l'importance de loger les gens. J'avais envie d'insister sur le fait que les personnes en situation d'itinérance vont être les plus impactées par ce projet de loi-là parce qu'elles sont hautement représentées par les procédures de mise sous garde et de souligner qu'aucun groupe en itinérance n'a été invité à ces consultations. Si ce n'était pas de nos collègues du RASMQ qui nous ont gracieusement offert 2 minutes de leur temps d'allocution, vous n'auriez entendu personne sur le sujet à travers ces consultations.
C'est votre responsabilité comme élu, comme dirigeant, de vous assurer de consulter les personnes qui sont concernées par les projets de loi que vous êtes en train de dessiner, surtout pour faire sûr que vous n'allez pas causer davantage de préjudice à des personnes qui en vivent déjà énormément. Juste ajouter un élément, la clinique itinérante la clinique juridique itinérante va être là demain, parce que vous êtes tout à fait d'accord, tout à fait raison. C'est tellement important qu'on entende parler de groupes qui aident et représentent les personnes en situation d'itinérance, parce que justement, un des scénarios qu'on met de l'avant, parce que c'est sûr que ça va arriver, une personne en situation d'itinérance dont un P38 est appliqué, puis là, on est en train de s'organiser pour le plan d'accompagnement à leur sortie. C'est pas pour les retourner dans la rue, parce qu'on se comprend, quand on parle de porte tournante, là, on prend une personne qui a des enjeux de santé mentale, puis on va les remettre dans la rue où ils vont être désorganisés, où ils n'auront pas... c'est une question de survie. Quand on est dans la rue, on se concentre sur notre survie, pas sur notre bien-être, disons. Donc, dans le cas, par exemple, de personnes en situation d'itinérance qui vont sortir d'un P38, quitter l'hôpital, on s'entend que leur plan d'accompagnement doit venir avec un logement de transition, lit dans un RI en matière de santé mentale, mais que de les retourner dans la rue, c'est quasiment un échec. Êtes-vous d'accord avec ça? Et assurément, en fait, je pense que d'assurer l'accès au logement pour les personnes, c'est un essentiel à une réponse post-crise, tout comme de fournir aux organismes communautaires qui, pour l'instant, font des miracles avec des bouts de bois, là, les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner réellement ces personnes-là, parce que ce n'est pas l'hôpital qui accompagne, soutient, accueille ces personnes-là au quotidien. Ce sont les organismes communautaires qui réussissent en fait à accueillir des gens qui ont des profils extrêmement complexes, puis à les soutenir au quotidien. Donc, c'est les personnes qui sont sur le terrain, c'est ces personnes-là aussi qu'on doit aider à travers des ressources, à travers du financement et à travers la reconnaissance de leur travail. Et si jamais le projet de loi, on n'arrive pas à l'adopter d'ici vendredi prochain, pour vous, les personnes en situation d'itinérance qui vivent avec des troubles mentaux sévères, quelle est la priorité pour répondre à leur réalité? Je pense qu'une des priorités, c'est un accès réel à des services de qualité qui sont adaptés à leur réalité. Ça veut dire donc des services qui ont un haut seuil de tolérance par rapport à des comportements qui sont socialement controversés, des services qui sont en proximité, donc qui sont disponibles dans les milieux de vie, là où les gens fréquentent, les ressources qui sont fréquentées par les personnes. Ça veut dire des services qui sont en prévention, donc parfois avant même qu'une demande en santé mentale ait été formulée. C'est ce qu'on fait, par exemple, à Médecins du Monde. Moi, comme psychologue, je suis dans une ressource d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance, présente sur place, à créer des liens de façon informelle avec les gens, à participer aux activités, à être visible pour qu'ils puissent m'apprivoiser, puis peut-être qu'ultimement, ils arrivent à formuler une demande. Parce que autrement, réellement, les premières semaines où j'étais là, quand je me présentais, que je disais mon rôle, pratiquement tous les gens à qui je me suis présentée ont pris 2-3 pas de recul et ont arrêté tout de suite la conversation parce que mon simple statut professionnel crée de la méfiance, avec raison d'ailleurs, parce que la grande majorité ont vécu des hospitalisations forcées qui se sont mal passées. Donc, d'être présent sur place, d'être accessible d'un point de vue physique, d'être là, mais d'être accessible humainement aussi. Ça permet de créer des liens de confiance et de pouvoir faire en sorte que les gens, ultimement, puissent s'approprier un désir de soins, finalement, puis tranquillement se réaffilier à un système duquel ils n'ont absolument pas confiance ou très peu confiance. Il faut aussi que les services soient en collaboration avec les acteurs communautaires, avec les parents aidants qui sont dans le milieu, qui ont un savoir expérientiel essentiel pour nous permettre de fournir des accompagnements qui sont le plus adaptés possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le député Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames. J'aimerais continuer sur la question de l'habitation. En ce moment, là, juste pour nous clarifier, là, une personne qui est en situation d'itinérance, qui passe par P38 et qui sort de l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait avec elle, là? Qu'est-ce que les services actuels font, les services de santé font avec cette personne-là? Est-ce qu'on la dirige vers un logement supervisé? Un office municipal lui donne un HLM? On lui donne l'adresse, on refuse? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, la P38, c'est pas un outil d'accès aux services. Donc, dans l'esprit du projet de loi, là, c'est vraiment un outil pour essayer de limiter au maximum l'hospitalisation forcée. Donc, c'est vraiment pensé pour dire, écoutez, les gens sont libres, puis sauf dans des cas majeurs, exceptionnels, où on va permettre un recours à l'hospitalisation forcée, les gens sont libres. Donc, la P38 n'est pas nécessairement pensée en articulation vers ensuite d'autres services. C'est vraiment une mesure de garde en établissement pour éviter un risque pour la personne, pour elle-même, donc, ou pour autrui. Donc, après, si on veut faire un projet de loi sur l'accès aux soins et services sociaux, aux programmes sociaux, bien, peut-être qu'il faudrait changer le titre du projet de loi qui est discuté actuellement. Ce ne serait pas nécessairement le bon. Et justement, sur le titre, on est en train de changer des lois sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, ou pour la loi sur la protection des personnes présentant une altération de leur état mental. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements-là? On pense que c'est un changement qui crée une certaine confusion autour de l'objectif du projet de loi puis qui pourrait orienter aussi la façon dont il est interprété. Le critère pour une mise sous garde où on suspend les droits d'une personne, ça reste la dangerosité. Donc, ce n'est pas l'altération de l'état, ce n'est pas le fait d'avoir un trouble de santé mentale. Ça devrait être très, très clair pour l'ensemble des acteurs et actrices en présence. Puis le fait de mettre ce titre-là, ça vient avec des éléments qui sont confondants aussi, là, une fois que le critère va être changé. Donc, nous, c'est clair qu'on pense que ça devrait être lié à la dangerosité. C'est la seule raison qui permet de suspendre la liberté des personnes, là. J'ai très peu de temps. Il faut que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de la visioconférence? Je pense que ça a déjà été bien répondu par les QRDG un peu plus tôt, au fait où c'est pas le meilleur moyen pour faire entendre une personne, pour que les juges ou peu importe les personnes qui seront appelées à juger de la situation soient à même de bien comprendre la réalité de la personne, dans quel état elle est en train de comparaître non plus. Donc pour nous, on privilégie vraiment l'audience en personne, que ce soit en se déplaçant à l'hôpital ou en déplaçant la personne vers le tribunal. Je laisse mon collègue continuer. Vas-y, Joël. Merci beaucoup, M. le Président. Merci pour votre présentation. Pour les réponses et pour cette alternative que vous nous présentez là, au projet de loi, vous dites avec justesse qu'il y a un seul consensus, c'est le manque de ressources à la page, à la page 13 de votre mémoire. Qu'en est-il des centres de crise? Parce qu'on nous donne l'illustration de ce qui se passe au Bas-Saint-Laurent. Si cette solution-là fonctionne bien au Bas-Saint-Laurent, qu'en est-il des autres régions? J'ai pas la carte complète. Ce que je sais, c'est qu'il y en a dans la plupart, sinon dans toutes les régions du Québec, mais il y a souvent peu de lits. C'est très difficile aussi de maintenir les personnels avec les financements qui existent dans les centres de crise présentement. Aussi, c'est des centres de crise qui travaillent quand même avec des critères assez restrictifs, au sens où ce pas des centres de crise qui sont en mesure d'accueillir, par exemple, des états plus près de ce qu'on appelle la psychose, par exemple. Donc, présentement, ils vont accueillir la crise psychosociale, surtout, mais il n'y en a pas suffisamment sur les territoires. En Estrie, il y a un petit centre de crise, alors que le territoire est très grand. Donc, c'est sûr qu'il devrait y en avoir davantage. Puis, je ne sais pas si tu voudrais peut-être compléter. C'est sûr que ma question, c'est si on voit ça comme une solution qui fonctionne, est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on pourrait déployer une solution comme celle-là ailleurs et à plus grande échelle, puis qu'on justement on fasse des gains vraiment fondamentaux à travers l'ensemble du Québec? Et pourquoi pas? Mais c'est un manque de ressources, c'est un manque de ressources financières ou c'est des ressources humaines également? Je pense que peut-être j'ajouterais à votre question, je pense que les centres de crise ont un rôle à jouer. Idéalement, il y en a sur l'ensemble du territoire qui sont accessibles. Je pense qu'un des éléments là, qu'on veut mettre de l'avant avec les alternatives, c'est beaucoup de ces organismes-là travaillent directement avec les personnes premières concernées qui nomment finalement c'est quoi les besoins, de quoi il y aurait eu besoin dans ces moments-là. Puis en général, c'est ce qui fait qu'il y a des initiatives qui sont porteuses. On parlait de l'Escouade SOS qui intervient pour l'après-crise, mais c'est vrai à différents niveaux. Les gens vont créer dans le fond, l'Escouade 24/7, c'est un peu le même concept. L'idée, c'est que les gens sur le terrain nomment c'est quoi les besoins, puis ça permet des initiatives qui répondent directement à ça. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement de faire mur à mur la même chose partout non plus. Si, dans un processus législatif, ce qu'on veut, c'est améliorer les choses, puis on se dit, bien,
vaut mieux avancer un peu plutôt que garder un statu quo dont on est insatisfait. Vous nous dites à la page 15, le risque, c'est d'aggraver la situation. Un risque bien réel. Expliquez-nous. Si on allait de l'avant avec le projet de loi, c'est ce que je comprends. Je pense que le risque est à différents niveaux. On a nommé beaucoup la question de la méfiance que ça peut créer pour les personnes. Donc, c'est une détresse qui va être de plus en plus secrète, qui va être cachée. On perd la possibilité d'aller chercher les gens avant que la situation soit grave et donc évidente. On crée aussi des conditions de déstabilisation à la fois par les traumas. Les gens, finalement, ont des traumas de plus qui créent de la détresse, mais on déstabilise aussi sur le plan matériel. On parlait de perte de logement, de perte d'emploi, de perte des fois de la garde des enfants. C'est tous des cas que nous, on a entendu concrètement qui se passent. Fait que ça change la vie des personnes, ça déstabilise ce qui était encore stable. Donc, on risque d'aggraver finalement les crises. Puis évidemment, dans le fond, en augmentant la quantité de personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux, on augmente la pression sur ce dernier rempart sans avoir nécessairement créé des ressources de plus là, sur le terrain qui peuvent répondre en amont ou après la crise et donc qui structurent finalement l'autour de la crise. Merci. Bien, moi, j'aurais d'autres questions, mais j'imagine que j'ai plus de temps. J'ai laissé terminer les gens pour vous répondre. Merci beaucoup aux 4 représentants du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. La commission ajoute ses travaux au mercredi 3 juin 2026 après les avis touchant les travaux des commissions. Merci beaucoup et bonne soirée.